Forêt des Astes, pays des Diques, mi-Équos. Dirigez-vous vers l'ouest en suivant les clochettes blanches. C'était sur cette vague indication de Fina Makaram que Kémia espérait trouver Azir, mais elle avait eu beau chercher, elle n'avait pas trouvé ces fameuses clochettes. Elle avançait donc dans la forêt en suivant le soleil à travers la cime des arbres. Le seigneur d'Arcambault avait insisté pour qu'elle fût son hôte 2 jours durant. Mais elle ne vit pas grand-chose de la cité des elfes, exténuée qu'elle était par les épreuves des dernières semaines, car elle passa l'essentiel du temps à dormir. Plusieurs fois, Fina Makaram lui proposa de faire examiner sa main gauche par un elfe guérisseur, mais toujours elle refusa. Elle ôta le bandage une fois, la nuit, après s'être assurée qu'elle était seule, à la lueur d'une chandelle. La chair avait cicatrisé, mais il restait une empreinte boursouflée, laissant mieux paraître le motif qui figurait la marque des ténèbres et qui lui avait été infligée par le Tanen Tigorn. C'était un entrelac de formes qui faisait penser à quelques signes runiques qu'elle était incapable d'interpréter. Estimant plus sage de ne pas les montrer, Kémia les dissimula à nouveau sous le bandage. Avant qu'elle ne quitte Arcambault, Fina Makaram lui fit porter, à l'aube de son départ, une tenue plus adéquate pour voyager. Un pantalon brun presque noir, une chemise blanche et une cape en laine dont la couleur verte épousait parfaitement celle de la forêt. Il lui offrit aussi quelques victuailles, une gourde remplie à l'eau d'une fontaine, ainsi qu'un glaive qu'elle accrocha à sa ceinture. Ainsi vêtue et armée, elle avançait dans la forêt aux arbres géants, tout en cherchant les clochettes blanches. Pourtant, elle ne vit pas cet amas de branchages suspects vers lequel elle se dirigeait. À peine posa-t-elle le pied dessus qu'elle disparut dans le sol sans pouvoir se raccrocher à quoi que ce soit. Elle se retrouva glissant le long d'une sorte de toboggan qui l'entraînait sous terre. La descente s'acheva parmi un tas de chaudes et craquantes feuilles sèches. Se dépêtrant de toutes celles qui, accrochées à ses vêtements, lui donnaient l'allure d'une charmille, elle regarda autour d'elle. Elle était tombée au cœur d'un tronc immense, pareil à ceux où logeaient les elfes. Levant la tête vers le ray de lumière qui passait au travers du feuillage des arbres voisins, elle comprit qu'elle avait subitement provoqué un grand trouble, à en juger par les animaux, figés, qui dardaient sur elle des yeux effarés. Il y avait là des renards, des lapins, des cerfs, des chats, des tortues, des souris, d'autres encore. Elle n'avait jamais vu une telle ménagerie. Et surtout pas des animaux qui se tenaient debout sur leurs pattes arrière, aussi grands et pour certains plus grands qu'elle, tous vêtus d'étoffes de laine aux allures de tartans écossais. « Oh putain !» marmonna-t-elle. « Où je suis tombée ?»« Qui est là ?» demanda une voix caverneuse depuis une sombre cavité dont elle ne voyait pas l'entrée. « Je suis Kémia ?» bafouilla-t-elle. « Et que venez-vous faire par ici ?»« Bah, je suis tombée. »« Je le vois bien. Pourquoi êtes-vous venu dans cette forêt ?»« Yvonne Warrock et Hook m'envoient chercher Azir. »« Yvonne Warrock ?» dédaigna la voix. « Quelle raison a-t-il de me déranger dans ma retraite ?»« Et il y a une guerre ?» dit-elle en chassant de son pantalon les dernières feuilles. « Et j'ai choisi de ne pas y prendre part, » continua la voix. « Yvonne Warrock le sait, Hook aussi. Vous êtes venu pour rien, mes compagnons vont vous ramener dehors. » Des loups formèrent alors un cercle autour de Kémia. Mais fendant le groupe, elle s'approcha de l'endroit d'où venait la voix. « Vous êtes Azir ?»« Ce qu'il en reste. Si Yvonne Warrock m'a envoyé, c'est parce qu'il a espoir que vous vous joindrez à la bataille contre le Tanen Tigorn. Partout des hommes sillonnent le pays pour former une armée. C'est pour ça qu'il m'a envoyé vers vous. Aucune armée ne s'est dressée devant Kulu Akuma lorsqu'il a pris le pouvoir. Tout le monde savait que c'était une cause perdue. Pourquoi les choses auraient-elles changé ? Parce que j'ai sauvé l'enfant des eaux. » Il se fit un long silence. « L'enfant de la prophétie ?» reprit la voix. « Oui, et nous avons aussi Héloïne, la fille du roi Rydian, et des pirates et des chevaliers. » Les rumeurs étaient donc vraies. Vous viendrez alors ? Azir n'est plus le général qu'il était, dit une voix grave et masculine derrière elle. Se retournant, Kémia se retrouva nez à ventre, avec un immense ours brun,
dont le buste était recouvert d'une cotte de maille à la couleur assortie. Ce n'est plus qu'un vieillard, l'ombre de lui-même. Celui-là, c'est Jamon, dit la voix. Il croit tout savoir sur tout. J'en sais certainement plus que toi, répliqua l'ours. Ça fait des années que je lui dis de sortir de cette maudite forêt et de se battre contre le Tanetigurn. Mais ce vieillard a décidé de rassembler ici tous les siens et de les y tenir jusqu'à ce que la mort vienne le prendre. Parce que nous y sommes en sécurité, tonna Azir. Il décida alors de s'approcher, et comme il s'avançait vers elle, Kémia se sentit rapetissée. C'était un gigantesque chien. Dressé sur ses membres postérieurs, il faisait près de 2 mètres de haut. Vous êtes un... Un quoi? Chien? Ça se voit, non? Dit-il d'une voix sèche. Sentant qu'elle avait froissé sa susceptibilité, Kémia prit le parti de se taire. Le vieux chef se radoucit. Yvonne Warrock ne vous a pas dit qui nous sommes? Nous sommes le peuple des Werbitacha, des hybrides. Il a dû oublier, et donc vous êtes un chien qui parle? On parle tous? Intervint à la proue d'une voix douce. Et aussitôt tous les autres animaux autour d'eux acquiescèrent d'un signe de tête, même les loups. Ce fut alors un vacarme de voix, graves, aiguës, fluettes et bourrues. Kémia n'en croyait pas ses oreilles. Elle se demandait si elle était passée sous une arche ou à travers une armoire.